Le ciel au-dessus d'Angers avait cette teinte violacée, presque échymottique, caractéristique des orages de printemps qui refusent d'éclater. C'était le dimanche de Pâques, une journée censée célébrer la résurrection et le renouveau, mais pour moi, Soline, 30 ans, c'était le jour du jugement dernier. Assise dans l'habitacle exigu de ma vieille Peugeot 208, dont le moteur diesel tout sautait à chaque feu rouge, je sentais mon estomac se nouer en un nœud marin impossible à défaire. Mes mains, crispées sur le volant usé, étaient moites. Sur le siège passager, soigneusement calé pour ne pas glisser dans les virages, reposait une boîte de chocolats artisanaux de la Maison du Chocolat. Une folie à 150 €. À côté, une bouteille de Saint-Émilion Grand Cru classée de 2010, un millésime exceptionnel que le caviste m'avait vendu comme un vin de réconciliation. J'avais dû sacrifier 2 semaines de mon salaire de responsable logistique à l'hôpital public pour réunir ces offrandes. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était que des gourmandises et de l'alcool. Pour moi, c'était le prix à payer, la taxe d'entrée pour espérer franchir le seuil de la maison où j'avais grandi, mais où je n'étais plus la bienvenue depuis 8 longs mois. Je me regardais dans le rétroviseur. Mes yeux cernés trahissaient mes nuits sans sommeil. J'avais passé des heures à choisir ma tenue ce matin-là. Une robe bleu marine, coupe droite, col sage. Pas trop courte pour ne pas choquer ma mère, pas trop austère pour ne pas agacer mon père. Je m'étais parfumée avec l'Odyssée, le parfum que je portais adolescente, espérant inconsciemment que cette odeur familière réveillerait chez eux un soupçon de nostalgie parentale. Quelle naïveté! Je conduisais vers Bushman, ce quartier huppé en bord de Maine où les manoirs en tuffeau se cachent derrière de hauts murs de pierre et des portails en fer forgé. Je conduisais vers ma famille, les Valmont, une dynastie de commissaires-priseurs respectés dans toute la région, mais qui cachait derrière ses façades bourgeoises une cruauté que peu de gens pouvaient imaginer. Avant de vous raconter comment cette soirée a basculé dans un chaos absolu, j'aimerais prendre un instant pour nous connecter. Je suis curieuse de savoir d'où vous écoutez cette histoire ce soir. Est-ce que vous êtes à Paris, à Montréal, à Bruxelles ou ailleurs dans le monde? Et quelle heure est-il chez vous? Dites-le moi dans les commentaires, j'adore lire vos réponses et imaginer que nous formons une grande famille, bien plus solidaire que celle dont je vais vous parler. Je repris ma route. Les essuie-glaces battaient la mesure de mon anxiété. Pourquoi y allais-je? La question tournait en boucle dans ma tête. La semaine précédente, j'avais reçu un email automatique de ma mère, Béatrice. Ce n'était pas une invitation personnelle. C'était une liste de consignes alimentaires pour le repas de Pâques, envoyée en copie cachée à une liste de diffusion. Mais mon nom y figurait. Pour une fille qui avait été bannie, effacée des photos de famille, traitée comme une paria, cet email ressemblait à une main tendue. Ou du moins, c'est ce que je voulais croire. Je me disais que le temps avait fait son œuvre, que la colère de mon père s'était apaisée, que ma mère regrettait son silence. Je me racontais des histoires pour ne pas affronter la réalité de ma solitude. La voiture avalait les kilomètres. Chaque virage me rapprochait du domaine familial et de mes souvenirs. Je passais devant le club de tennis où ma sœur Victoire brillait sur les cours pendant que je ramassais les balles. Je longeais l'école privée où les professeurs louaient l'élégance des Valmont tout en soulignant ma maladresse. J'avais toujours été le vilain petit canard, celle qui préférait les livres de contes et l'organisation aux mondanités et au vernissage. Mais ce soir, je voulais croire au miracle de Pâques. Je ne savais pas encore que je me dirigeais non pas vers un dîner de famille, mais vers une exécution publique. Et je ne savais pas non plus que, sans le vouloir, j'avais dans ma poche l'allumette qui allait tout faire exploser. Pour comprendre l'ampleur de la catastrophe qui allait se produire, il faut remonter le temps. 8 mois, pour être exact. À cette époque, je ne travaillais pas encore dans les sous-sols aseptisés de l'hôpital. J'étais assistante de direction au cabinet Valmont, la prestigieuse maison de vente aux enchères dirigée par mon père, Charles-Henri, et ma sœur aînée, Victoire. C'était un monde feutré, tapissé de velours rouge, où le bruit sec du marteau en ivoire décidait du sort de trésors inestimables. J'aimais ce métier. J'aimais l'histoire des objets, la précision des inventaires. Mais ce que j'ai découvert un mardi pluvieux de novembre n'avait rien à voir avec l'art. Je préparais le catalogue pour une vente exclusive d'art contemporain russe. En vérifiant les dossiers de provenance d'une toile attribuée à un peintre mineur du XIXe siècle, j'ai remarqué des incohérences.
Le papier des certificats d'authenticité semblait trop blanc, trop récent pour avoir traversé un siècle. Les tampons des douanes soviétiques avaient l'air d'avoir été apposés la veille. En creusant un peu plus dans les fichiers numériques sécurisés, auxquels j'avais accès grâce à une négligence de Victoire qui laissait toujours ses mots de passe traîner, j'ai découvert l'impensable. La toile était un faux. Un faux grossier, peint probablement dans un atelier clandestin en Europe de l'Est. Mais elle était estimée à 500 000 €. Et l'acheteur était déjà enregistré avant même l'ouverture de la vente. C'était une société écran basée au Luxembourg, liée à un promoteur immobilier local que mon père fréquentait assidûment au Rotary Club. Ce n'était pas de l'art. C'était du blanchiment d'argent. On utilisait la réputation immaculée des Valmont pour nettoyer de l'argent sale, transformant des liquidités douteuses en œuvres d'art respectables. Mon sang n'avait fait qu'un tour. J'étais naïve, terriblement honnête. Je pensais que mon père ignorait tout, que c'était peut-être une erreur de Victoire. Je suis allée le voir dans son bureau, ce sanctuaire qui sentait le vieux papier et le cigare froid. Je lui ai posé le dossier sur son bureau en acajou massif. « Papa, il faut retirer ce lot », avais-je dit, la voix tremblante mais déterminée. C'est un faux. Et l'acheteur est suspect. C'est illégal, on risque la prison. Il n'avait même pas ouvert le dossier. Il m'avait regardé par-dessus ses lunettes à monture d'écaille, avec ce mépris glacé que je connaissais si bien depuis l'enfance. Il s'était levé, avait contourné le bureau et s'était planté devant moi. « Soline, tu as toujours eu une imagination débordante », avait-il dit calmement. « C'est pour ça que tu n'es qu'une assistante, alors que Victoire est directrice des ventes. Tu es jalouse. Tu ne supportes pas que ta sœur réussisse. Mais papa, regarde les preuves. » Avais-je insisté. La gifle était partie si vite que je ne l'avais pas vue venir. Ma joue avait brûlé instantanément. C'était la première fois qu'il me frappait. « Sors », avait-il murmuré. Le lendemain matin, le cauchemar avait commencé. Je suis arrivé au bureau pour trouver mes accès informatiques bloqués. La sécurité m'attendait avec un carton vide. Victoire se tenait dans le hall, impeccable dans son tailleur Chanel, un sourire de prédatrice aux lèvres. Devant tout le personnel, elle avait annoncé d'une voix forte, « Soline est renvoyée pour faute grave. Tentative de vol de fichiers clients et violation de la confidentialité. Nous avons décidé, par charité familiale, de ne pas porter plainte si elle part immédiatement. » J'étais sidérée. J'avais essayé de protester, de crier la vérité, mais personne ne m'écoutait. J'étais la folle, la jalouse, la brebis galeuse. Mon père m'avait regardé être escortée dehors par les vigiles sans un mot, comme si j'étais une étrangère. Dans les semaines qui ont suivi, ils avaient méthodiquement détruit ma réputation. Victoire avait fait courir le bruit dans tout Angers que j'avais fait une dépression nerveuse, que j'étais instable, peut-être même kleptomane. Aucune autre maison de vente, aucune galerie ne voulait m'embaucher. J'avais dû changer de carrière radicalement, acceptant ce poste logistique à l'hôpital, loin des paillettes, loin de leur monde, pour payer mon loyer. La seule personne qui m'avait soutenue, c'était Élodie. Ma meilleure amie depuis l'université. Elle m'avait recueilli le soir de mon renvoi, m'avait fait du thé pendant que je pleurais toutes les larmes de mon corps sur son canapé. « Ils sont monstrueux, Soline », m'avait-elle dit en me caressant les cheveux. « Tu vaux mieux qu'eux. Un jour, ils paieront. Je te le promets. » C'est ce souvenir de la loyauté d'Élodie qui me donnait la force de continuer ce soir-là. Je me disais que même si ma famille était toxique, j'avais au moins une alliée dans ce monde. Une sœur de cœur. J'avais tort. Tellement tort. Alors que les grilles en fer forgé du domaine Valmont commençaient à se dessiner au loin, une angoisse soudaine m'a saisi à la gorge, m'empêchant presque de respirer. J'avais besoin d'entendre une voix amicale. J'avais besoin d'Élodie. Je savais qu'elle était en Normandie pour le week-end, au chevet de sa grand-mère malade, mais j'espérais qu'elle pourrait me consacrer 2 minutes pour me donner du courage. J'ai composé son numéro via le système Bluetooth de la voiture. La tonalité a sonné 3 fois, longue, régulière. J'allais raccrocher, ne voulant pas la déranger dans un moment familial difficile, quand elle a décroché. « Soline ?» Sa voix semblait un peu essoufflée, lointaine, comme si elle s'était éloignée d'une conversation animée. « Hello,
Excuse-moi de te déranger, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. Je suis presque arrivée chez mes parents. J'ai l'impression que je vais faire une crise de panique. J'ai besoin que tu me dises que je ne suis pas folle d'y aller. Dis-moi que je fais bien d'essayer. Oh ma chérie. Il y a eu une pause. En arrière-plan, j'ai cru entendre un bruit familier. Le tintement cristallin de verre qui s'entrechoque, ce son si particulier du cristal de Baccarat. Et puis, une mélodie de piano. Du Chopin. Le nocturne numéro 2 en mi bémol majeur. C'était le morceau préféré de ma mère, celui qu'elle mettait toujours en fond sonore lors des grandes réceptions pour donner une ambiance sophistiquée. Hello, tu es où? C'est quoi cette musique? Ai-je demandé, les sourcils froncés, une sensation de froid commençant à envahir ma nuque. Je suis dans la salle d'attente de la clinique, en Normandie, a-t-elle répondu du tac au tac, sa voix devenant soudainement très claire, très assurée, presque trop rapide. Il y a un pianiste dans le hall, c'est une clinique privée assez chic, tu sais. Écoute Soline, tu dois y aller. Il t'aime, au fond. C'est ta famille. Pâques, c'est le moment idéal pour pardonner. Sois la plus grande personne. Montre-leur que tu es au-dessus de tout ça. Tu as raison, ai-je soupiré, voulant désespérément la croire, ignorant l'alerte qui clignotait dans mon cerveau. Et ta grand-mère? Elle va mieux? Elle dort. C'est difficile, tu sais. On attend les résultats. Bon, je dois te laisser, l'infirmière m'appelle pour signer des papiers. Courage, ma belle. Je t'appelle demain matin sans faute. Je t'aime fort. Elle a raccroché précipitamment. Le silence est retombé dans la voiture, lourd et oppressant. Mais un doute insidieux s'était installé. Ce tintement de verre, ce n'était pas le son d'une clinique. C'était le son d'un dîner. Et cette voix d'Élodie, il y avait une note fausse, une excitation contenue qui ne collait pas avec une veillée au chevet d'une malade. J'ai secoué la tête violemment. Arrête ta paranoïa, Soline, me suis-je réprimandé à haute voix. Ton père a raison, tu vois le mal partout. Élodie est ta meilleure amie. Elle t'a hébergé quand tu n'avais plus rien. Elle a payé tes courses quand tu étais au chômage. Elle ne te mentirait jamais. Pas elle. Je me suis garé le long de l'allée de platanes centenaires qui menait au manoir. J'ai vu les voitures alignées comme pour une exposition de luxe. La Porsche Cayenne noire de mon père, imposante et agressive. Le cabriolet Mercedes gris métallisé de Victoire. La berline de fonction statutaire de mon oncle Marc. Et puis, garé un peu en retrait, presque caché derrière un massif de rhododendrons en fleurs, une petite voiture rouge. Mon cœur a raté un battement. Puis deux. C'était une Mini Cooper. Rouge cerise. Avec un autocollant bébé à bord sur la lunette arrière, bien qu'Élodie n'ait pas d'enfant, une blague qu'on avait partagée il y a des années après une soirée trop arrosée. Je me suis figée, la main crispée sur la poignée de ma portière. C'était la voiture d'Élodie. Elle n'était pas en Normandie. Elle n'était pas au chevet de sa grand-mère. Elle était ici. À Angers. Chez mes parents. Pourquoi? Pourquoi me mentir? Pourquoi être ici, chez les gens qui m'avaient détruite, alors que je n'étais même pas sûre d'être la bienvenue? Une nausée violente m'a envahie. J'avais deux choix, faire demi-tour et fuir, préserver le peu de dignité qu'il me restait, retourner dans mon petit appartement et pleurer seule. Ou sortir de cette voiture, affronter la vérité, aussi laide et douloureuse soit-elle, et voir de mes propres yeux jusqu'où la trahison pouvait aller. Le gravier blanc de l'allée crissait sous mes talons, un bruit qui me semblait assourdissant dans le calme de la soirée, comme si chaque pas annonçait mon intrusion. Le manoir des Valmont était illuminé comme un paquebot de luxe naviguant dans la nuit. De grandes fenêtres du rez-de-chaussée, je pouvais voir les silhouettes se mouvoir, l'éclat doré des lustres en cristal se reflétant sur les murs. L'odeur de l'agneau rôti au romarin et à l'ail flottait dans l'air, une odeur d'enfance, de dimanches heureux qui n'existaient plus, qui me tordit l'estomac de nostalgie et de faim. J'ai monté les marches du perron en pierre de taille. Mes jambes semblaient faites de plomb, chaque muscle de mon corps hurlait de faire demi-tour. J'ai appuyé sur la sonnette en laiton poli. Le carillon a retenti à l'intérieur, suivi d'un brouhaha de voix qui s'est soudainement tu.
Le silence qui a suivi était plus terrifiant que n'importe quel cri. Quelques secondes interminables se sont écoulées. Puis, la lourde porte en chêne massif s'est entr'ouverte. Ce n'était pas la gouvernante qui a ouvert. C'étaient mes parents. Ils se tenaient là, côte à côte, formant un mur infranchissable, une forteresse de désapprobation. Ma mère, Béatrice, portait une robe en soie émeraude qui soulignait sa maigreur aristocratique, ses perles parfaitement assorties à ses boucles d'oreilles. Mon père, Charles-Henri, était en costume de velours bordeaux, un verre de cognac à la main, le visage déjà légèrement rubicond. Ils ne m'ont pas souri. Il n'y a pas eu de joyeuse Pâques. Juste des visages fermés, froids comme le marbre d'une tombe. Bonsoir maman, bonsoir papa, ai-je bafouillé, tendant maladroitement la boîte de chocolat et le vin comme un bouclier dérisoire. J'ai apporté ça. Pour le dessert. Et le vin, c'est un 2010. Ma mère a posé un regard dédaigneux sur la boîte, comme si je lui tendais un sac d'ordures. Elle n'a pas tendu la main pour la prendre. Ses lèvres pincées formaient une ligne fine de mépris. « Qu'est-ce que tu fais là, Soline ?» a demandé mon père, sa voix basse mais tranchante comme un rasoir fraîchement aiguisé. Mais, l'email de maman. Je pensais que c'était une invitation, que vous vouliez qu'on recommence à zéro. Ma mère a laissé échapper un petit rire sec, sans aucune joie, un son qui ressemblait à du verre brisé. Oh, ma pauvre fille. Tu es toujours aussi désespérée ? C'était une erreur de mes lignes. Je n'ai simplement pas mis à jour mes groupes de contacts sur Outlook. Tu ne pensais tout de même pas qu'après ce que tu as fait à la réputation de ta sœur, après tes mensonges et ta jalousie maladive, tu serais la bienvenue à notre table ? J'ai senti les larmes monter, chaudes et piquantes, brouillant ma vue. Je voulais juste arranger les choses. C'est Pâques, c'est la famille. Il n'y a rien à arranger, a coupé mon père. Il a fait un pas en avant, m'obligeant à reculer d'un pas sur le perron, manquant de trébucher sur ma propre robe. Nous avons des invités de marque ce soir. Des gens qui savent se tenir. Des gens loyaux. Pas des traîtres comme toi. Il s'est légèrement décalé, comme pour me montrer ce que je ratais, et c'est là que je l'ai vu. L'angle de vue s'est ouvert sur la salle à manger, baignée d'une lumière chaude et dorée. Autour de la table magnifiquement dressée avec la porcelaine de Limoges des grands jours, il y avait Victoire, rayonnante dans une robe rouge, qui riait aux éclats, la tête renversée en arrière. Il y avait mon oncle Marc, un peu voûté, qui souriait timidement. Et assise à ma place habituelle, à la droite de mon père, il y avait Élodie. Élodie, qui était censée être en Normandie. Élodie, ma confidente, ma sœur. Elle levait sa coupe de champagne vers Victoire. Et autour de son cou, mon sang s'est glacé dans mes veines. Autour de son cou brillait le collier de perles baroques de ma grand-mère Solange. Ce collier unique, avec son fermoir en saphir, que je cherchais partout depuis mon déménagement, ce collier que je croyais avoir perdu dans la panique de mon licenciement précipité. Victoire l'avait volé. Et elle l'avait donné, ou prêté, à Élodie. Comme un trophée de guerre. Comme pour dire, nous t'avons tout pris, même tes amis, même tes souvenirs. Élodie a tourné la tête vers l'entrée, attirée par le courant d'air. Nos regards se sont croisés. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu la panique pure dans ses yeux, son verre s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. Puis, Victoire a posé une main possessive sur son bras, lui chuchotant quelque chose, et Élodie a détourné le regard, un petit sourire complice et lâche revenant sur ses lèvres. Elle se moquait de moi. Tout ce temps, Élodie rapportait tout à ma famille. Mes pleurs, mes plans, mes peurs. Elle était l'espionne. Elle était le parasite qui se nourrissait de mon malheur. Je suis restée paralysée, la bouche entr'ouverte, incapable de respirer. Mon père a vu la direction de mon regard et a eu un sourire cruel, un sourire de victoire sadique. Tu vois, Soline, on choisit sa famille, a-t-il dit doucement. Et on a choisi Élodie. Elle, au moins, elle a de la classe. Elle comprend le business. Elle sait comment soutenir les gens qui comptent. Il s'est penché vers moi, son visage si proche du mien que je pouvais sentir l'odeur âcre du cognac. Sa voix est descendue d'une octave, devenant un grognement guttural, violent, définitif, qui a résonné jusqu'au fond de mon âme.
Tu n'es pas invité ici. Tu es une tache sur ce nom. Dégage. Le mot a claqué comme un coup de fouet. Dégage. Pas va-t'en. Pas part. Dégage. Comme on parle à un chien errant porteur de maladie. Il a claqué la porte au nez. Le bruit du verrou qui tourne a résonné comme un coup de feu. Je me suis retrouvée seule dans le noir, sur le paillasson, avec mes chocolats à 150 € et mon cœur en miettes. À cet instant précis, je vous pose la question. Si vous aviez été à ma place, là, sur ce paillasson froid, trahi par votre sang et par votre meilleur ami, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous pleuré? Auriez-vous hurlé? Auriez-vous supplié? Dites-moi ce que vous auriez ressenti dans les commentaires, car je crois que personne ne peut imaginer la douleur de cet instant sans l'avoir vécu. Moi, bizarrement, je n'ai pas pleuré. À l'instant où la porte s'est fermée, quelque chose en moi s'est éteint. La petite fille qui voulait être aimée est morte sur ce perron. Et à sa place, quelque chose de froid, de dur et de terriblement calme s'est éveillé. Une colère glaciale, chirurgicale. Je suis resté immobile quelques secondes, fixant les veines du bois de la porte, gravant chaque détail dans ma mémoire. J'ai posé doucement la boîte de chocolat et la bouteille de vin sur le paillasson. Un cadeau d'adieu. Ou plutôt, une offrande funéraire pour la famille qui venait de mourir à mes yeux. J'ai fait demi-tour. Je n'ai pas couru. J'ai marché d'un pas régulier, le gravier crissant de nouveau sous mes pieds, mais cette fois, le son me semblait être une marche militaire. Mes talons claquaient avec autorité. Je ne fuyais pas. Je me repliais pour mieux attaquer. Arrivé à ma voiture, je me suis assise au volant. J'ai verrouillé les portières. L'habitacle était silencieux, protecteur, une bulle hors du temps. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient plus. Elles étaient parfaitement stables, posées sur le volant. Dans mon métier, la logistique hospitalière, on apprend à gérer les crises. Quand un accident majeur arrive, quand le sang coule, quand les ressources manquent, on ne panique pas. On trie. On organise. On exécute. On prend des décisions difficiles pour sauver ce qui peut l'être. J'ai ouvert la boîte à gants. Tout au fond, caché sous le manuel d'entretien et une pile de vieux constats amiables, il y avait un téléphone prépayé. Un burner phone bon marché que j'avais acheté il y a 8 mois, au cas où. Et à côté, une clé USB noire, minuscule, mais qui contenait l'équivalent numérique d'une bombe nucléaire. Pendant 8 mois, j'avais gardé ces preuves. J'avais fait une copie intégrale du disque dur de Victoire avant de quitter le bureau ce jour-là, pendant qu'elle se pavanait dans le hall. Je savais tout. Les faux certificats, les comptes numérotés au Luxembourg, les noms des politiciens corrompus, les dates des transferts illégaux, les emails incriminants échangés avec les faussaires. J'avais tout donné à Damien, mon ancien petit ami de fac, devenu un avocat fiscaliste redoutable travaillant en liaison étroite avec la brigade financière. Damien m'avait dit lors de notre dernière rencontre clandestine, « Soline, c'est de la dynamite. Si on lance ça, c'est la fin pour eux. Prison, saisie, ruine totale. Ils ne se relèveront jamais. Tu es sûr de vouloir faire ça à ta famille? C'est irréversible. » J'avais hésité. Pendant 8 mois, j'avais hésité. Parce que c'était ma famille. Parce que je les aimais encore, bêtement, viscéralement. Parce que j'espérais encore ce miracle de réconciliation. J'ai regardé l'heure sur le tableau de bord. 20h05. J'ai allumé le téléphone prépayé. J'ai composé le numéro de Damien. Il a décroché à la première sonnerie. Il savait que je devais aller au dîner ce soir. Il attendait. « Soline? Ça va ?» Sa voix était tendue, inquiète. « Non, Damien. »« Ça ne va pas », ai-je répondu, ma voix calme, presque robotique, dénuée de toute émotion humaine. « Ils sont tous là. Victoire, mes parents. Et Élodie aussi. »« Élodie ? Mais tu m'avais dit qu'elle était en Normandie. » »« Oui. Elle a menti. Elle porte le collier volé de ma grand-mère. Elle rit avec eux. Et mon père m'a dit de dégager. Il a utilisé ce mot, Damien. Dégage. Il y a eu un silence lourd au bout du fil. Damien connaissait toute l'histoire.
Il savait à quel point j'avais souffert, à quel point j'avais protégé Élodie, à quel point j'avais espéré. « Qu'est-ce que tu veux faire, Soline ?» a-t-il demandé doucement. J'ai regardé par la fenêtre de la voiture. À travers les rideaux du salon, je voyais les ombres chinoises lever leurs verres. Ils trinquaient. Probablement à leur succès, à leur argent sale, à leur exclusion de la brebis galeuse. Ils se sentaient intouchables. « Lance-le », ai-je dit. « Envoie tout. Au juge, à la presse, aux clients dupés, au fisc. Maintenant. Tu es sûr ? Une fois que je clique sur envoyer, c'est fini. La police est en stand-by pour le flagrant délit, ils attendent juste le feu vert, la confirmation que les cibles sont réunies pour intervenir ce soir. C'est une opération d'envergure. C'est exactement ce que je veux, ai-je répondu, mes yeux fixés sur la maison. Ils voulaient être en famille ? Ils voulaient être entre gens loyaux ? Ils vont tomber en famille. Fais-le. Ok. C'est parti. Je transmets le dossier au procureur et j'active la fuite vers Mediapart. Il a raccroché. J'ai démarré la voiture, mais je ne suis pas parti loin. J'ai conduit jusqu'au bout de l'allée, j'ai tourné à droite et je me suis garé sur un petit promontoire qui surplombait la propriété, caché par les arbres. J'avais une vue imprenable sur la façade du manoir. J'ai éteint le moteur. J'ai baissé ma vitre pour laisser entrer l'air frais de la nuit, pour chasser l'odeur de mon propre stress. Et j'ai attendu. Je savais ce qui allait se passer. Damien allait envoyer les dossiers. Les algorithmes de surveillance bancaire de Tracfin allaient s'affoler en recevant les preuves des flux illicites. Les journalistes allaient recevoir le scoop de l'année. Et la police n'était qu'à quelques kilomètres, prête à bondir. Le calme avant la tempête. C'était la sensation la plus puissante, la plus terrifiante et la plus libératrice que j'ai jamais ressentie. Le temps semblait s'étirer et se compresser à la fois, chaque seconde martelant mes tempes. 20h08. Rien ne bougeait dans la maison. La musique devait encore jouer ce maudit Chopin. Les rires devaient encore résonner. Ils mangeaient probablement l'entrée, peut-être du foie gras truffé, ignorant que leur monde, bâti sur le mensonge et la fraude, était en train de s'effondrer numériquement, octet par octet. 20h10. Mon téléphone personnel a vibré violemment sur le siège passager. Une notification automatique. Mon père, dans son arrogance technologique, avait oublié de révoquer mon accès administrateur aux alertes de sécurité du serveur domestique. Je l'ai pris en main. Alerte rouge, tentative d'accès externe. Origine, ministère des Finances. Accès autorisé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Un sourire triste, amer. Ça commençait. Le pare-feu familial venait de céder. 20h12. Les lumières du bureau de mon père, au premier étage, se sont allumées brusquement. J'ai vu une silhouette se précipiter vers la fenêtre, téléphone à l'oreille. C'était mon père. Même de loin, je voyais son agitation fébrile. Il gesticulait, frappait du poing sur la vitre. Il devait hurler sur son banquier, ou son avocat, essayant de comprendre pourquoi ses comptes offshore viraient au rouge. Puis, mon téléphone a commencé à s'illuminer comme un sapin de Noël épileptique. D'abord, un appel de victoire. J'ai laissé sonner, regardant son nom clignoter. Puis un message, écrit tout en majuscules, vibrant de rage, répond. Pourquoi les comptes sont bloqués? Qu'est-ce que tu as fait, salope? On sait que c'est toi. Ensuite, Élodie. Elle m'appelait. J'ai hésité une seconde, savourant l'ironie. Puis j'ai décroché, mettant le téléphone sur haut-parleur et le posant sur le tableau de bord sans dire un mot. Soline. Soline, écoute-moi. Sa voix était stridente, paniquée, méconnaissable. Il se passe un truc de dingue ici. Ton père est fou de rage, il dit que la police va arriver. Il dit que tu as donné les livres de compte. Dis-leur que c'est une erreur. Soline, je suis ton amie, ne me laisse pas là-dedans. Je n'ai rien à voir avec ça. Une amie? Ai-je finalement dit, ma voix glaciale traversant l'habitacle. Une amie qui porte le collier volé de ma grand-mère à un dîner où je suis interdite? Une amie qui ment sur la Normandie?
Il y a eu un hoquet de stupeur à l'autre bout, comme si elle avait reçu un coup de poing. Soline, je peux tout expliquer. C'était compliqué. Victoire m'a offert le collier, je ne savais pas. Je voulais les espionner pour toi, je te jure. Tu es pathétique, Élodie, ai-je coupé. Profite bien du dessert. J'espère qu'il a un goût de cendre. Et garde le collier, ce sera une belle pièce à conviction pour le recel. J'ai raccroché. 20h14. Le chaos était visible désormais, même de l'extérieur. Dans la salle à manger, les invités s'étaient levés. Je voyais ma mère courir d'une pièce à l'autre, éteignant les lumières comme si cela pouvait les cacher de la justice. Victoire était sortie sur la terrasse, fumant frénétiquement une cigarette, faisant les 100 pas. Mon père a commencé à m'appeler. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Je regardais l'écran affiché papa. Ce mot qui avait signifié sécurité, autorité, amour quand j'étais petite, et qui signifiait maintenant bourreau. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé affronter son propre silence. Puis, un message vocal est arrivé. C'était ma mère. Je l'ai écouté. Sa voix, d'habitude si hautaine, si contrôlée, tremblait de terreur pure. On entendait des cris en fond sonore. Soline ? La police est au portail. Ils ont un mandat. Ton père dit que c'est toi. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas détruit ta propre famille pour une histoire de jalousie. Soline, réponds-moi. Ils vont nous emmener. On va tout perdre. J'ai levé les yeux vers le portail. Au loin, dans la nuit noire, des gyrophares bleus déchiraient l'obscurité. Pas une, pas deux, mais 3 voitures de police, suivies d'une camionnette banalisée de la brigade financière. C'était la grande artillerie. Damien n'avait pas menti. Blanchiment d'argent, fraude fiscale, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Il ne prenait aucun risque. Le spectacle était hypnotique. Les gyrophares illuminaient la façade classique du manoir en bleu, blanc, bleu, blanc. C'était comme une discothèque macabre pour la fin d'un règne. Je me suis sentie étrangement détachée. Comme si je regardais un film dont je connaissais déjà la fin. Je n'étais plus la fille qui attendait sur le perron en quête d'amour. J'étais le metteur en scène de leur chute. Et la pièce finale venait de commencer. Ce qui a suivi s'est déroulé avec une rapidité et une violence terrifiantes. Les policiers n'ont pas sonné poliment comme je l'avais fait un quart d'heure plus tôt. J'ai vu les silhouettes sombres en uniforme, gilet pare-balles sur le dos, investir le jardin avec une précision militaire. Depuis mon poste d'observation, j'ai vu la porte d'entrée s'ouvrir à la volée. Mon père est apparu sur le seuil, essayant visiblement de jouer de son autorité, pointant un doigt menaçant vers un officier. Je pouvais presque l'entendre hurler « Savez-vous qui je suis ?» L'officier n'a pas bronché. Il lui a tendu un papier, le mandat de perquisition et d'arrêt, et en 1 seconde, avant même que mon père ne puisse réagir, il a été plaqué contre le mur de pierre, main tordue dans le dos. Charles-Henri Valmont, l'homme intouchable d'Angers, le notable que tout le monde craignait, était menotté comme un vulgaire délinquant sur son propre perron. Puis ce fut au tour de Victoire. Elle a été tirée hors de la maison par 2 agents. Elle essayait de se débattre, hurlant si fort que je pouvais presque l'entendre malgré la distance et les vitres fermées de ma voiture. Sa robe de cocktail rouge était froissée, ses cheveux blonds parfaits étaient en bataille. L'image de la perfection s'effritait en direct. Elle qui avait toujours tout contrôlé, tout manipulé, se retrouvait totalement impuissante face à la loi. Mais le moment le plus satisfaisant, je dois l'avouer avec une pointe de honte coupable, a été de voir Élodie. J'ai vu une silhouette tenter de s'échapper par la porte-fenêtre arrière, celle qui donnait sur la roseraie primée de ma mère. C'était Élodie. Elle courait, trébuchant dans ses talons hauts de marque sur la pelouse humide. Elle pensait pouvoir s'enfuir, se dissocier du désastre, sauver sa peau comme elle l'avait toujours fait. Mais elle a oublié les rosiers grimpants, ces buissons d'épines que ma mère chérissait. Dans sa panique, elle a foncé dedans. Elle s'est pris les pieds dans les racines, tombant lourdement au milieu des épines. Un policier l'a rattrapée alors qu'elle essayait de se relever, sa robe déchirée, les bras griffés.
J'ai vu le collier de perles scintiller sous la lumière crue d'une lampe torche policière avant d'être saisi et mis dans un sac de preuves. La maison était sens dessus dessous. À travers les fenêtres, je voyais les policiers sortir des cartons d'archives, des ordinateurs ceux-là même qui contenaient les preuves irréfutables de leur culpabilité. Le dîner de Pâques, l'agneau refroidi, le vin qui s'oxydait, tout restait sur la table, abandonné, témoin muet de la catastrophe. C'était une nature morte de la déchéance bourgeoise. Une ambulance est arrivée un peu plus tard. J'ai vu les secouristes entrer avec un brancard. Quelques minutes après, ils ressortaient en soutenant ma mère. Elle ne marchait plus droit. Elle semblait avoir vieilli de 20 ans en 20 minutes. Elle n'était pas arrêtée par encore mais elle était en état de choc, incapable de comprendre comment son monde parfait avait pu exploser si vite. J'ai pris un des chocolats de la boîte posée sur le siège passager, celle qu'ils avaient refusée. Je l'ai croqué. Le goût amer du cacao noir, le praliné fondant, le croquant des noisettes. C'était délicieux. C'était le goût de la justice. Joyeuse Pâques, ai-je murmuré à moi-même, avalant la douceur sucrée. Les voitures de police ont commencé à former un convoi pour quitter la propriété. Il y avait des embouteillages dans l'allée étroite, causés par les voitures des invités qui tentaient aussi de fuir pour ne pas être associés au scandale, mais qui étaient bloqués par les véhicules d'intervention. C'est là que j'ai pris une décision. Je ne voulais pas me cacher dans l'ombre comme une coupable. Je voulais qu'ils sachent. Je voulais qu'ils voient que je n'avais pas peur. Je voulais qu'ils voient le visage de celle qu'ils avaient humiliée. J'ai démarré ma voiture et je suis descendu lentement de ma colline pour rejoindre la route principale, là où le convoi devait obligatoirement passer pour rejoindre le commissariat central. Je me suis inséré dans la circulation, juste au moment où la voiture de police transportant mes parents était bloquée par un camion de pompiers qui manœuvrait difficilement. Le destin, ou peut-être la justice divine, a voulu que ma petite Peugeot se retrouve exactement à la hauteur de la fenêtre arrière de leur voiture de patrouille. Le temps s'est arrêté. La rue était bloquée. Les gyrophares balayaient l'intérieur de nos voitures respectives. La vitre de la voiture de police n'était pas teintée. À moins d'1 mètre de moi, séparés seulement par 2 vitres et un monde de douleur, se trouvaient mes parents. Mon père était assis côté fenêtre. Il était rouge cramoisi, une veine battant furieusement sur sa tempe, menaçant d'éclater. Il a tourné la tête, attiré par le mouvement de ma voiture. Il m'a vu. L'expression sur son visage restera gravée dans ma mémoire jusqu'à ma mort. Ce n'était pas du regret. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une haine pure, biblique, une rage démentielle. Il s'est jeté contre la vitre, ses mains menottées frappant le verre renforcé. Je ne pouvais pas l'entendre, l'insonorisation était trop bonne, mais je lisais sur ses lèvres avec une clarté terrifiante, traîtresse. Je vais te tuer. Tu es morte. Tu n'es plus ma fille. Je n'ai pas scié. Je l'ai regardé se déchaîner comme un animal en cage. L'homme qui m'avait terrorisé toute ma vie, l'homme dont un seul regard suffisait à me faire trembler, n'était plus qu'un vieillard impuissant, menotté, en route pour une cellule de garde à vue. Il ne me faisait plus peur. Il me faisait pitié. Puis, mon regard s'est posé sur ma mère, assise à côté de lui. Elle ne criait pas. Elle pleurait, recroquevillée sur elle-même. Son mascara coulait en traînées noires sur ses joues poudrées, ruinant son visage parfait. Elle a levé les yeux et m'a regardé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu de la supplication dans ses yeux. Elle a joint ses mains, comme pour une prière, et a moutonné des mots que j'ai devinés plus que lus, « Soline, pitié, aide-nous, retire ta plainte ». C'était le moment. Le moment où j'aurais pu flancher. C'était ma mère. Celle qui m'avait donné la vie. Celle dont je cherchais l'approbation depuis toujours. Un seul mot de ma part, un seul signe, et j'aurais peut-être pu alléger leur peine, dire que c'était un malentendu. Mais l'image d'Élodie portant le collier de ma grand-mère a flashé dans mon esprit. Le mot dégage a résonné dans mes oreilles, plus fort que jamais. J'ai revu mon renvoi, les rumeurs, ma solitude, mes larmes. J'ai baissé ma vitre de quelques centimètres. Juste assez pour que l'air froid de la nuit entre. J'ai vu ma mère s'avancer vers la vitre, pleine d'espoir, croyant que j'allais céder. J'ai porté ma main à mon cou, mimant la forme d'un collier invisible.
J'ai tapoté ma clavicule, là où le collier de perles aurait dû être si elle ne l'avait pas volé. Puis, j'ai souri. Un sourire triste, mais définitif. J'ai secoué la tête lentement. Non, maman, ai-je articulé sans émettre de son, en détachant bien chaque syllabe. Je ne suis pas invitée. J'ai remonté ma vitre. Le trafic s'est débloqué. J'ai enclenché la première et j'ai démarré, laissant derrière moi la voiture de police, les cris muets de mon père et les larmes tardives de ma mère. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je savais ce que je laissais derrière moi, des ruines fumantes. Mais devant moi, la route était dégagée. Pour la première fois depuis des années, je respirais. Vraiment. Mes poumons se remplissaient d'un air qui n'était pas pollué par la peur ou l'obligation. J'ai roulé jusqu'à chez moi, écoutant la radio locale. Les flashs d'information parlaient déjà d'une opération policière majeure en cours dans une résidence de Bushmen. Le nom Valmont allait être sur toutes les lèvres demain matin. La honte qu'ils redoutaient tant, celle qu'ils avaient voulu m'imposer, allait s'abattre sur eux comme un tsunami médiatique. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon médiatique et judiciaire vertigineux. L'affaire Valmont a fait la une de tous les journaux régionaux et a même été mentionnée au journal télévisé national. Le Monde a titré sur la chute de la maison des enchères, art, fraude et trahison familiale au cœur de l'Anjou. J'ai passé des heures dans le bureau de Damien, et plus tard, dans les locaux austères de la police judiciaire, à donner ma déposition. J'ai tout raconté. Les faux hablots, les comptes cachés, les complicités politiques. Je n'ai rien caché. Victoire a été inculpée pour faux, usage de faux, et blanchiment de capitaux en bande organisée. Les preuves sur son ordinateur étaient accablantes. Elle risquait 5 ans de prison ferme. Mon père a pris le plus gros des charges, 10 ans. Il était le cerveau, l'architecte du système. Élodie a été inculpée pour recel de vol. Mais l'enquête a révélé quelque chose de bien plus sordide. Elle n'était pas juste une amie opportuniste. Les écoutes téléphoniques ont révélé qu'elle était la maîtresse du fiancé de Victoire depuis 6 mois. Elle avait infiltré la famille par tous les côtés, jouant l'amie fidèle avec moi et la confidente glamour avec ma sœur, tout en couchant avec le futur mari de cette dernière pour assurer ses arrières. Quand Victoire a appris ça en garde à vue, un officier m'a raconté qu'elle avait essayé d'étrangler Élodie dans la cellule de transfert. Une justice poétique, n'est-ce pas? Mais le plus grand choc est venu une semaine après Pâques. On a sonné à ma porte un mardi soir pluvieux. J'ai regardé par l'œilleton. C'était mon oncle Marc. Le frère de mon père. Celui que j'avais vu rire à table. Il avait été relâché rapidement car il était un actionnaire dormant et n'avait jamais signé aucun document frauduleux. Il semblait avoir perdu 10 kilos. Il tenait une vieille enveloppe en cuir usé contre sa poitrine. J'ai ouvert la porte, mais je suis restée sur le seuil, méfiante. Soline, je ne viens pas pour te demander pardon. Je ne le mérite pas, a-t-il dit, la voix tremblante, les yeux rouges. J'ai été un lâche. J'ai vu comment il te traitait depuis des années et je n'ai rien dit parce que j'avais peur de Charles-Henri. J'avais peur qu'il me coupe les vivres. Pourquoi tu es là, Marc? Ai-je demandé froidement. Pour te donner ça. C'est de ta grand-mère Solange. Il m'a tendu l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un testament holographe, écrit à la main, daté de 10 ans, et un petit journal intime relié en cuir. Ta mère et ton père ont caché ça, a expliqué Marc en baissant les yeux. Maman? Solange, elle savait. Elle savait que Charles-Henri était malhonnête. Et elle voyait comment il te traitait, comment il te dénigrait. Elle t'adorait, Soline. Tu étais la seule qui venait la voir à l'EHPAD tous les dimanches, la seule qui lui lisait des livres. J'ai ouvert le testament. Mes mains se sont mises à trembler violemment. Ma grand-mère ne m'avait pas oubliée. Elle avait légué la totalité de ses biens personnels, sa maison de campagne en Bretagne, ses bijoux, y compris le fameux collier de perles, et un portefeuille d'actions qu'elle avait gardé secret à sa petite-fille bien-aimée Soline, la seule qui possède un cœur pur dans cette famille de vautours. Le testament stipulait que je devais en hériter à mes 30 ans. J'avais 30 ans depuis 6 mois. Il le savait? Ai-je demandé, les larmes aux yeux, la gorge serrée. Oui.
Ils ont caché le testament dans le coffre-fort. Ils utilisaient les dividendes des actions de Solange pour combler les trous de leur magouille financière. Ils te détestaient non pas parce que tu étais nulle, Soline. Ils te détestaient parce que tu étais riche. Parce que tout ce qu'ils aimaient, tout ce qu'ils utilisaient, t'appartenait légitimement. Ils avaient peur que tu le découvres. C'est pour ça qu'ils voulaient t'éloigner, t'écraser, te faire passer pour folle. Pour que personne ne te croie si jamais tu réclamais ton dû. J'ai éclaté en sanglots. Pas de tristesse, mais de soulagement. Un soulagement immense, océanique. Je n'étais pas la brebis galeuse. Je n'étais pas l'erreur. J'étais la gardienne de l'héritage moral et matériel de ma grand-mère. Ils ne m'avaient pas rejeté par mépris, mais par peur. Ils avaient peur de moi. Peur de ma légitimité. 1 an a passé. Le temps a filé à une vitesse folle. Nous sommes de nouveau à Pâques. Je ne suis plus dans mon petit appartement sombre à Angers. Je vous écris depuis la terrasse de la maison de ma grand-mère en Bretagne, face à la mer. Les vagues se brisent sur les rochers en contrebas, un bruit apaisant qui remplace les cris et les sirènes de l'année dernière. J'ai récupéré mon héritage grâce à Damien, qui a mené une bataille juridique féroce pour faire valoir le testament caché. D'ailleurs, Damien est maintenant bien plus qu'un avocat pour moi. Il est en train de préparer le barbecue dans le jardin, et son rire est la plus belle musique que je connaisse. La maison des ventes Valmont a été liquidée judiciairement. Le manoir d'Angers a été saisi et vendu aux enchères pour payer les créanciers et les amendes de l'État. Une ironie du sort que j'apprécie à sa juste valeur. Mon père a été condamné. Il est en prison. Il en a pour encore 7 ans. Il m'envoie des lettres chaque semaine, des lettres pleines de venin, de reproches et de menaces bibliques. Je les brûle sans les lire dans la cheminée du salon. C'est devenu mon petit rituel thérapeutique du dimanche soir. Ma mère vit dans un petit studio en périphérie, vivant d'une maigre retraite, isolée de ses anciens amis mondains qui lui ont tourné le dos. Victoire est en prison pour 2 ans. Élodie a écopé de sursis et d'une amende énorme, mais sa réputation est tellement détruite qu'elle a dû déménager à l'autre bout de la France et changer de nom. Autour de ma table de Pâques aujourd'hui, il n'y a pas de cristal de baccarat ni de tension étouffante. La nappe est à carreaux, les verres sont dépareillés. Il y a Damien. Il y a l'oncle Marc, qui essaie de se racheter en s'occupant du jardin et en me racontant des souvenirs de ma grand-mère. Il y a mes collègues de l'hôpital, des gens vrais, qui rient fort, qui mangent avec appétit et qui ne jugent personne sur la marque de ses chaussures. Et il y a moi. Je porte le collier de perles de ma grand-mère. La police me l'a rendu après le procès, une fois qu'il n'était plus nécessaire comme preuve. Il est un peu lourd, les perles sont tièdes contre ma peau, mais il me rappelle chaque jour qui je suis. Je ne suis pas la fille qu'on cache. Je ne suis pas celle à qui on dit dégage. Je suis Soline. Je suis la petite fille de Solange. Et j'ai survécu. On dit souvent que l'on ne choisit pas sa famille. C'est faux. On ne choisit pas son ADN, c'est vrai. On ne choisit pas d'où l'on vient. Mais on choisit qui a le droit de s'asseoir à notre table. On choisit qui mérite notre amour, notre temps et notre loyauté. Ce soir-là, sur le perron, quand mon père m'a claqué la porte au nez et m'a hurlé de dégager, il m'a fait, sans le savoir, le plus beau cadeau de ma vie. Il m'a libérée. Il m'a forcé à couper le cordon toxique qui m'étranglait depuis 30 ans. Il m'a obligé à me choisir, moi. Alors, si vous êtes dans une situation similaire, si vous avez une famille qui vous diminue, qui vous utilise, qui vous fait sentir que vous n'êtes jamais assez bien, ou qui vous trahit. Écoutez-moi bien. N'attendez pas qu'ils changent. Ils ne changeront pas. N'attendez pas qu'ils vous invitent. N'attendez pas leur validation. Construisez votre propre table. Invitez les gens qui vous aiment pour de vrai, pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous rapportez. Et si jamais ils essaient de revenir quand vous aurez réussi, quand vous serez heureux, souvenez-vous de ce mot magique, ce mot puissant qu'ils ont utilisé contre vous, et retournez-le contre eux avec le sourire le plus radieux du monde, dégage. C'est la fin de mon histoire. J'espère qu'elle vous a donné un peu de force pour affronter vos propres démons. Si cette histoire vous a touché, ou si vous avez vous aussi vécu une trahison familiale et que vous avez dû vous reconstruire, s'il vous plaît, mettez un j'aime à cette vidéo.
Partagez votre expérience dans les commentaires, racontez-moi comment vous avez surmonté vos épreuves. Ça aide énormément la chaîne, mais surtout, ça aide d'autres personnes à se sentir moins seules en lisant vos témoignages. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines histoires de justice et de résilience. Prenez soin de vous, protégez votre cœur, et joyeuse Pâques à tous.